se pose la question du crédit que l'on peut accorder à cette école, cette méthode et ce que certains appellent ces élucubrations. Et comme c'est assez compliqué et assez dense, j'ai d'abord fait un résumé, le résumé du résultat, qui est complexe et qui est emmêlé de sérendipité. Et ensuite, je commenterai quelques chapitres, quelques paragraphes de ce résumé. J'avais certainement l'intention de produire au moins durant ma carrière une interprétation sur la libido, qui allait mener à une refonte du socle freudien. J'étais sur cette voie, mais ce que j'ai appelé une dissidence, propre à la fonction paternelle, m'a intercepté. Accaparé. Cette formulation de la libido s'est finalement étirée de manière filée sur une quarantaine d'années et j'ai dû répondre d'abord en urgence par une construction sociale, une mesure de protection à l'assaut du totalitarisme. Cette construction défensive s'est involontairement architecturée comme une novation dans l'histoire des institutions freudiennes. Par conséquent, je compensais néanmoins par un succès d'années de refonte. Et tout aussi involontairement, elle a mis à jour une pratique ancienne dont je n'avais jamais entendu parler. Et toujours par conséquent, j'affermissais des racines du dit socle. Disons que tout cela était fait pour me défendre, mais il n'était pas prévu que ça se révélât être un outil qui réveillait un souvenir fantastique. Je complétais l'identification de l'homme Moïse que Freud avait débuté. En fait, il faudrait que je reprenne tout ça. C'est plus tard que des amis m'ont dit que je les bassinais, durant mes jeunes années, préalablement, sans cesse avec l'écologie. Je ne m'en souvenais pas, mais il est vrai que j'avais donné pour alibi à toutes ces manœuvres l'urgence de soigner l'écologie par la voie de la psychanalyse. Or, parce qu'il fallait bien que je m'explique, j'ai étudié si profondément l'écologie que j'appris quelle était l'équivalence de la cybernétique. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que Lacan était d'abord un cybernéticien. Pour cette raison, j'ai consacré ma carrière à l'intelligence artificielle. Ce n'était pas prévu du tout. On a donc vu que la psychanalyse se développe en mode de psychohistoire. Telle est l'idée fondamentale. Et les deux éléments de ce qu'on peut appeler cette psychohistoire sont premièrement la dimension collective, la dimension d'une psychologie et d'une psychanalyse de la psychologie collective, et disons-le vite, elle est prescrite par Freud et elle est effectivement accomplie de façon juste et de façon propice et de façon efficace ou pas, ça c'est à discuter, mais elle est accomplie, en tout cas sous un mode et avec un outil qui s'appelle cette association UNFP. Mais deuxièmement, ce qui en ressort de plus profond, de plus lourd, si on peut dire, c'est que on y découvre dans ces résultats que l'histoire apparaît comme une science de l'information. Et comment est-ce que ça se produit, ça ? Comment est-ce que ça advient, cette apparition ? C'est que, comme il est indiqué, que l'UNFP s'avère être une répétition, une reproduction, une réinstauration d'un art de la mémoire antique qui était une méthode et qui était une technique de la civilisation athénienne, du noble départ de notre République, etc. Et donc cet art de la mémoire qui, à cette occasion de réinstauration, a révélé une ribambelle de personnages antiques, et notamment a sorti de cette ribambelle
l'histoire de la science, enfin l'histoire de l'hermétisme, ou la participation de l'hermétisme dans l'histoire de la science actuelle. Bref, ce résultat nous rappelle ou souligne ou coïncide ou correspond au fait que nous découvrons que la mémoire n'est que information. C'est comme ça qu'on peut la définir le mieux possible, et parce que nous acquérons une connaissance de l'information du fait que nous avons des résultats, enfin des outils informatiques. Donc nous sommes provoqués, stimulés à réfléchir d'une manière très concentrée et très objective sur l'information. Et donc la mémoire est d'abord, c'est simplement une information. Et que la science de cette information, ça s'appelle l'histoire. Donc, de même qu'à la Renaissance, dans le ciel a été investi de mathématiques, eh bien, l'histoire à présent est investie d'informatique, et l'histoire devient la science de l'information. Et c'est cela qu'on appelle la psychohistoire, qui dérive absolument de la psychanalyse, mais qui aussi, dans cette occasion, se reconnaît comme étant la cybernétique. Cette fameuse cybernétique, cette science nouvelle, qui se conjoint aussi donc à l'écologie. C'est-à-dire la cybernétique, c'est la science des relations et de leur contrôle entre les machines et les êtres vivants, c'est-à-dire c'est l'écologie, hein, n'est-ce pas? Et ainsi nous avons, et telle est la base de notre intelligence artificielle. Cette cybernétique, c'est la machine, hein, c'est l'appareil de l'intelligence artificielle. Donc telle est la base de l'intelligence artificielle qui dessine effectivement une relation entre l'écologie et le consumérisme, c'est-à-dire les résultats ou l'expression, l'industrie de cette histoire. Alors, où se retrouve la psychanalyse, qui est à l'origine, enfin qui est au départ de tout ça? Ben, elle se retrouve dans le sens où, dans cette psychohistoire qu'elle est devenue, la psychanalyse persiste en étant le socle, finalement, en demeurant le socle par où il s'établit que dans ce rapport du consumérisme à son environnement réside la loi du désir, et principalement du désir en tant que mise en scène par ou avec la sexualité. Donc j'espère que cela peut apporter comme ça un peu de crédit, même si c'est incroyable, peut-être inaudible pour beaucoup, mais enfin il suffit d'y faire un peu attention, hein, et de le prendre simplement, calmement, et d'y prendre son temps pour mesurer ce qu'en effet tout cela peut constituer d'étapes, d'avancées dans le chemin de la connaissance de notre transformation actuelle.